Bonjour, je suis un acteur, ça y est. Skateur de l'équipe de France, Joseph Garbatio est aussi youtubeur et créateur de contenu. J'ai tendance à dire que c'est le sport le plus libre, mais avec le plus de règles. Mais qui se cache vraiment derrière cet athlète ? Les gens vont me prendre pour un fou, mais c'est ça qui est bien, tu vois. Vous êtes tous des athlètes. Découvrez-le dans ce nouveau déclic du podcast Conseil Sport. Un épisode disponible pour la première fois en vidéo. Salut Joseph, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bah super, je suis trop contente de te rencontrer. Pour commencer, je vais te présenter aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc Joseph, tu as 26 ans, tu es skateur professionnel et membre de l'équipe de France. Dans le milieu du skate, tu es reconnu pour ton niveau dans la catégorie street, mais aussi ball. Tu nous expliqueras ce que c'est dans cet épisode, surtout pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas des pros du skate. J'espère d'ailleurs que je vais tout bien dire, n'hésite pas à me reprendre si jamais. T'inquiète. De ton côté, je crois que le skate est rentré dans ta vie alors que tu avais encore que 5 ans, aux côtés de ton grand frère que tu as appris tes premières sensations de glisse. Et à côté de ça, tu es aussi youtubeur. On peut suivre tes aventures sur ta chaîne où tu proposes des vidéos crash test, tu montres tes tricks, tes meilleurs spots, tes entraînements, enfin, ta vie autour du skate finalement. Et actuellement, je crois que tu es suivi par plus de 300 000 abonnés sur YouTube et 142 000 personnes sur Instagram. Donc ça fait quand même une belle communauté derrière toi. Des casquettes, t'en as plus d'une, pas que celle que t'as sur la tête en permanence, mais t'es aussi auteur. Tu as publié plusieurs livres, Skate and Progress. Je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de manuel pour les personnes qui veulent apprendre à skater à différents niveaux. Et tu as été, entre autres, sacré champion de France 8 fois, et la première fois, c'était à 14 ans. Je me demande, est-ce que t'as pas l'impression d'avoir directement été propulsé, et ce, dès très jeune, dans un monde de grands, dans le monde des adultes ? Quelle description. Ça fait plaisir. Mais un peu, parce que comme tu le dis, j'ai commencé le skate avec mon grand frère. On a 9 ans d'écart. Okay. Et à cet âge-là, t'imagines que j'avais pas le droit d'aller dans la rue tout seul. Et on n'avait pas de skatepark à l'époque. Et du coup, on faisait du skate purement street, sur des spots dans la ville. Et du coup, j'ai très vite traîné avec mon frère et toute sa bande de potes. Donc l'écart d'âge était assez grand. Ouais. J'y allais pas. À 5 ans, j'en faisais devant chez moi avec mes parents, etc. Mais j'ai très vite été avec la bande et j'ai grandi un peu avec des gens plus vieux que moi. J'ai très vite voyagé. J'ai très vite... Je sais pas comment dire, tu vois, mais ça m'a... J'étais moins à l'école que les autres. J'avais moins de potes de mon âge et ma vie s'est vraiment construite vraiment autour du skate, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans le skate, justement, il n'y a pas trop ces limites d'âge. Enfin, j'ai l'impression que vous traînez un peu tous ensemble, quel que soit l'âge. Ouais, on est réunis autour de la même passion et que t'aies 15 ans, 25 ans, il y a des gens de 45 ans qui en font. Ouais. On s'en fiche de l'âge, de filles, garçons, enfin... Tant qu'on est réunis autour de la même passion, on partage une session ensemble et c'est trop cool, quoi. J'ai lu récemment que tu disais dans une interview que tu étais encore un grand enfant, passionné de ce qu'il fait et ce qu'il aime. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un grand enfant ? Déjà, tu l'as très bien défini, c'est faire ce que t'aimes dans la vie. Et même s'il y a beaucoup de responsabilités, parce qu'il faut s'encadrer des sociétés, on travaille avec beaucoup de gens, etc. C'est garder ce côté de faire ce que le gamin que j'étais avant aimait, et continuer de le faire avec passion. Et dans les vidéos YouTube, continuer à déconner avec mes potes, faire plein de concepts assez drôles. Et tester des planches farfelues, aller aux 4 coins du monde et surfer, skater, vraiment vivre de sa passion, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui rassemble vraiment la communauté skate, et je pense que c'est un peu plus qu'un sport justement pour ça. En quoi c'est important et comment tu définirais, toi, cette communauté ? Elle est assez soudée, même si, comme dans tout, il y a des gens, il y a des conflits, des gens qui sont pas d'accord. Mais ça, c'est vraiment une minorité et j'aime pas y porter trop d'importance. Mais en général, tout le monde est soudé. T'arrives sur un spot, tout le monde se dit bonjour. Si t'as besoin de conseils et que t'arrives dans une ville, tu vas croiser des skateurs, ils peuvent te faire le tour des spots ou t'indiquer où sont les spots. C'est vraiment le truc de partager quelque chose et aiguiller les autres. Tu peux donner des conseils, enfin il y a plein de choses et la commu est assez soudée quand même. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que ce soit un sport essentiellement de rue ?
Ouais, peut-être. On n'est pas un sport comme les autres. Et il y en a qui aiment pas dire que c'est un sport. Ouais. Et toi, Parce que tu dirais que c'est un sport? il y a une dimension sportive. Ouais. Parce que c'est obligé. Maintenant, on se prépare pour les Jeux Olympiques. Il y a de la prépa physique. Le skate est poussé à un tel niveau que si on le prend pas un peu au sérieux, quand tu vas sauter 15 marches, tu te brises. Faut être aussi réaliste. Mais c'est plus que ça dans le sens où c'est un mode de vie. Ouais. Tu te lèves skate, tu manges skate, tu vis skate. Tu passes ta journée des fois sur les spots. Tu fais des tournées, tu pars avec des potes ou ta team. Tu pars en van, tu fais tous les spots de la ville, tous les spots d'un pays. Et c'est vraiment, ça dépasse la dimension de on va s'entraîner le mercredi après-midi au skatepark de 15h à 16h et on recommence le lendemain à la même horaire, tu vois. Il n'y a rien de prévu, tu skates quand t'as envie, quand il pleut pas. Et du coup, ce côté rue, je me demande, c'est pas un peu difficile. Donc toi, t'as commencé les compètes après. Un jour, tu es au championnat de France et le lendemain, tu te retrouves à nouveau dans la rue. Il n'y a pas un peu une dissonance entre les deux mondes? Enfin, comment tu le vis, ça? Non, c'est ça qui est trop bien. Ouais. Parce que je pense que ce qui était que dans la rue, c'est cool, mais c'est bien aussi de faire autre chose. J'aime bien toucher à tout. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait du street, mais j'ai toujours gardé le ball aussi à côté. Et j'aime bien toucher à tout, avoir un skate polyvalent. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans une seule chose, en fait. Ouais. Je trouve ça bête. Quand on peut faire plein de trucs, faut pas non plus s'éparpiller et essayer de tout faire à moitié. Mais si on a envie de tester plein de choses, faut le faire, quoi. On parlait des compètes. Je me demande, parce que tu as l'air hyper détendu tout le temps, est-ce que tu arrives quand même d'être stressé parfois? Ouais, je pense que tout le monde est stressé. Tu peux pas ne pas être stressé du moment où il y a de l'enjeu. Mais j'arrive... La question, c'est comment tu gères le stress. Ouais, c'est ça aussi. Plutôt que est-ce que tu vas stresser ou pas. Je pense que si t'es pas stressé, ça veut dire que t'en as rien à faire. Mais ça s'apprend à gérer le stress, la pression. Et faut s'en servir comme énergie positive, quoi. Et souvent, les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à très bien faire ça. Le skate, c'est aussi, donc, on le disait, une mentalité très conviviale. Tout le monde partage un peu ces types. Enfin, j'ai l'impression qu'on apprend à skater avec les autres skateurs. Est-ce que tu arrives à le conserver, ça, malgré le fait que tu fasses de la compète? Et justement, entre compétiteurs, comment vous arrivez à garder ce truc un peu de tu m'apprends un trick, tu en apprends un autre? Enfin... Ouais, et au-delà de s'apprendre un trick chacun, on peut apprendre un trick ensemble, tu vois. Ouais. Hyper souvent dans les sessions avec des potes, on se dit vas-y, on se donne un tricks à apprendre et le premier qui fait, il a gagné. Et du coup, on se pousse vers le haut, tu vois. Il y en a un qui va replaquer le tricks mais pas le mettre. Ça va mettre la motive à l'autre, il va vouloir le mettre plus vite. C'est vraiment se pousser vers le haut de la bonne façon. C'est pas dire tu vois, je l'ai fait avant toi, t'es une merde. C'est vraiment se servir de la compétition positivement pour s'élever vers le haut. Et même, je me rappelle au JO en ball, les gars faisaient des runs et entre pays, les gars venaient se faire des câlins, tu vois, ils étaient contents que l'adversaire ait fait un bon run. Et dans les autres sports, ils se disaient mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois, pourquoi ils félicitent son pote? Le but c'est de pas le détruire mais de le battre, quoi. Ouais. Et non, vas-y, tu skates mieux que moi, je vais pas te mettre des bâtons dans les roues. Si t'es plus fort que moi aujourd'hui, t'es plus fort que moi, tu vois. Je vais pas rager pour ça ou... Et c'est hyper bien qu'il y ait cette dimension de se pousser vers le haut et que le meilleur gagne, c'est ça la compétition. Plutôt que faire des coups bas, essayer de... Tu vois, lancer la planche dans les jambes de l'autre pour le gêner ou tu vois. Ouais. Mieux de le faire dans ce sens-là, je pense. Tu dis vachement le mot pote depuis qu'on a commencé à discuter. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait tout le monde est ton pote au skate. Est-ce que c'est vraiment le cas, même avec, du coup, avec les gens avec qui tu fais la compète, même les gens avec qui tu travailles, à partir du moment où tu skates avec quelqu'un, pour toi c'est ton pote? Non, c'est utopiste de dire ça. Et surtout, quand tu travailles avec des gens, c'est mieux que ça se passe bien. Par exemple, dans les vidéos, quand j'invite des gens ou que je vais faire des choses avec des gens, j'aime bien les connaître un peu avant et les avoir rencontrés pour qu'il y ait quand même une certaine affinité, tu vois. Pas faire un truc juste parce que ça va marcher ou... Mais non, même dans le skate, tout le monde n'est pas pote, ce serait hypocrite de dire ça. Et t'as forcément plus d'affinité avec d'autres gens, enfin avec des gens plutôt que d'autres. Mais il y a quand même une très très bonne ambiance.
Et ce côté naturel, convivial, c'est pas dur à garder, parce qu'on va parler aussi de ta chaîne YouTube, tout ça, c'est pas dur à garder dans tes vidéos? T'es pas trop tenté de lisser ou polisser ton discours, on va dire? Bah, t'es sur internet, donc forcément il y a des choses à pas dire ou pas faire. Et il y a certaines blagues que je fais avec des potes que je ferai pas sur internet parce que ça peut toujours être mal interprété, ou tu vois, couper les 10 secondes où j'ai dit un truc mais t'as pas tout le contexte, donc forcément ça se fait pas. Et donc il y a des choses qu'il faut pas dire forcément, mais j'essaye que ce soit le maximum naturel. Et du coup je tourne toujours souvent avec des caméramans, c'est mes potes que je connais depuis longtemps. On allume la caméra et il n'y a pas de coupure. C'est au montage que je fais les coupures. Et justement, je fais le montage tout seul pour que ce soit garder la main au maximum sur ce que je fais. Et non, ouais, on laisse tourner en général 1h, 1h30. Et on oublie la caméra, tu vois, on se parle entre nous. Je regarde rarement la caméra quand je parle. Et du coup, on essaye de l'oublier. Et voilà, on passe un bon moment. Il y a le concept de base. Et après, on dérive, on voit où ça nous mène, quoi. Mais c'est mieux, ça se ressent, je pense, aussi à travers les images. Et justement, quel rapport t'as avec la critique, enfin même les retours que tu peux recevoir sur les réseaux sociaux? Comment tu deals avec ça, toi? Je pense que des fois ça me touche, je peux pas dire que ça touche pas. Mais en fait, déjà les gens ont le droit de pas aimer ce que tu fais. Tu peux pas faire l'unanimité, c'est impossible. Ouais. Quoi que tu fasses. Et du coup, ouais, j'accepte que ça plaise pas à tout le monde. Et j'ai pas envie que ça plaise à tout le monde non plus. Et après, t'as la critique constructive qui est là pour te faire avancer. Et des fois, tu lis un truc et tu te dis, ouais, c'est vrai. Peut-être que là, j'ai abusé, ou peut-être que là, je peux faire mieux. Mais c'est bien. Et t'as la critique juste pour, tu vois, descendre, ou le truc méchant, c'est de la merde. Et ça, bah, je me dis que c'est juste con, tu vois. La personne, elle doit pas être bien, ou je sais pas, mais ça me touche plus. Les gens parleront quoi que tu fasses dans tous les cas. Donc... Et en plus, j'ai l'impression que ce que tu fais, c'est assez original pour la communauté skate, enfin, notamment le truc des crash tests, tout ça, c'est pas forcément des choses qui se font trop sur ça. Est-ce que les gens te disent, enfin, arrivent à te décrédibiliser sur ça, ou Oui, parce qu'il y a... Enfin, est-ce qu'ils y arrivent? Je sais pas. Mais il y a une partie du skate qui est hyper core, hyper puriste. Ouais. Et qui prône la liberté dans le skate, mais à l'inverse, tu vois, ils te mettent plein de barrières dans ce que tu fais, donc c'est un peu contradictoire ce qu'ils font. Et le skate, j'ai tendance à dire que c'est le sport le plus libre, mais avec le plus de règles. Mais c'est pas des règles écrites, tu vois. Ouais. Mais c'est des trucs que t'as pas le droit de faire. C'est bête, t'as pas le droit de faire de maul grab, ça veut dire tenir son skate par le truck. Okay. T'as pas le droit de pousser avec la jambe avant. Et c'est des trucs, c'est drôle, et même moi j'en rigole beaucoup, tu vois. Mais t'as plein de règles comme ça que t'as pas le droit de faire. Et le skate, des fois on dit que c'est hyper ouvert, mais au final t'as trop de règles, et dès que tu fais un truc, tu vois, on va te pointer du doigt, et souvent les gars qui critiquent, c'est les gars qui font moins que toi. Ouais. Donc dans ce sens-là, ça m'embête pas trop, tu vois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ça on pourra pas me le retirer, quoi. On me parle de YouTube depuis tout à l'heure, mais je t'ai même pas demandé comment et pourquoi tu t'es lancé sur YouTube. On m'avait proposé, mon agent de l'époque m'avait dit, ouais, YouTube, enfin, qu'est-ce que tu veux faire sur les réseaux? Insta, t'y es déjà. Et YouTube, y a pas grand monde qui le fait. Je lui avais dit, mais t'es malade, personne fait ça. Bah, un peu le discours de base, tu vois. Et je sais pas, l'idée, elle a germé dans ma tête, et je me suis dit, pour partager et que les gens te connaissent mieux, YouTube, en fait, c'est parfait. Tu peux faire des vidéos souvent plus de 10 minutes. Et Insta, c'est souvent des clips de 5 secondes ou un trick, tu vois. Donc les gens sont au courant de ton niveau, ils voient ce que tu fais, mais t'as le truc aussi de voir 10 000 clips dans la journée. Maintenant t'as la consommation de masse dans les réseaux, donc tu vois 1000 skateurs, tu vois, t'en as vu 3, t'as scrollé 10 minutes, tu les as oubliés déjà. Et YouTube, t'as plus ce côté de montrer l'envers du décor, les gens peuvent apprendre à te connaître. Et c'était le but de promouvoir un peu le skate, de donner de l'accessibilité à des événements ou des choses que les gens peuvent pas voir, ou on peut pas tous se déplacer à des événements, on peut pas tous voyager, voir des spots aux États-Unis. Du coup, le but c'était de montrer ça, avec toujours le côté skate, forcément de montrer du skate sur ces spots ou ces événements, etc.
Et ouais, de partager ma passion, juste. Et du coup, est-ce que tu te sens proche de ta communauté sur YouTube? Est-ce que du coup, tu la rencontres aussi lors d'événements ou quelle relation t'as avec eux? Ouais, carrément une bonne relation. Et des fois, ça fait bizarre. Parce qu'il y a quelqu'un que t'as jamais vu en face qui vient te voir et t'as l'impression qu'il connaît tout, tu vois. Ouais. Tu dis, ouais, t'étais là, j'ai vu, t'as fait cette compète. Ouais, trop marrant. Il ressort les expressions que tu dis dans les vidéos. Et t'as l'impression que t'es son meilleur pote. Et des fois, mais tu l'as jamais vu, tu vois. Et c'est à la fois hyper bizarre, mais hyper cool, tu vois. Tu vois que les gens suivent, ils adhèrent à ce que tu fais, ils aiment bien. Ils viennent te dire que tu les as motivés. Et du coup, ouais, c'est trop bien, c'est une trop bonne relation, quoi. Du coup, tu dirais que c'est quoi ton métier? C'est skater, youtubeur, les deux? Je sais pas s'il y a un vrai nom pour ce... Ouais, non, je me considère skater quand même. Parce que les trucs de youtubeur, influenceur, je déteste un peu. Et j'espère ne jamais tomber dans ce côté-là plus tard. Mais le but, c'est de quand même montrer ce qui me passionne. Et c'est pas de vendre du vent aux gens. Je me considère pas trop youtubeur, même si je suis sur YouTube. Mais sans le skate, je serais pas sur YouTube. Ouais. Le skate, ça reste quand même la base de tout ce que je fais et pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors on va repartir sur ta casquette de skater. Actuellement, t'approches des Jeux Olympiques, t'es en train de passer les différentes étapes. C'est un rêve pour toi les JO ou ça s'est plutôt imposé comme la suite logique des choses? J'ai toujours fait beaucoup de sport en dehors du skate et du coup ça t'amène à regarder les JO. C'est la plus grosse compétition de sport au monde et de l'histoire. Il n'y a jamais eu rien de plus gros. Donc forcément, je regarde depuis que je suis tout petit. Et ça fait rêver quand tu vois les gars, Usain Bolt, Teddy Riner, tous ces Martin Fourcade. Enfin, en France, on a beaucoup de très bons sportifs. Et du coup, étant petit, même si je faisais pas là, du sprint ou du judo j'en ai fait. Mais si je faisais pas tous les sports, ça faisait hyper rêver. Et quand c'est arrivé au skate, on s'est tous dit, ok, ça peut être hyper bien, mais il faut que ce soit bien fait. Mais du coup, pour toi, c'était pas un rêve enfant quand t'as commencé le skate de se dire ouais un jour je ferai les JO, pas du tout. Enfin, c'est vraiment parce que c'est arrivé. Ah non, mais ouais, ça n'existait pas, donc je pouvais pas me dire je veux faire les JO, tu vois. Ouais. Mais dès que c'est arrivé, on s'est dit, on était avec l'équipe de France parce qu'ils ont toujours fait des collectifs juniors depuis qu'on est kids. On faisait les championnats de France, et du coup on s'est dit bah ça peut être la suite logique, tu vois. Mais du coup il y a eu les qualifs à Tokyo. Je suis passé pas loin de la qualif, je crois que j'étais 24e et sur 20 qualifiés. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'était des faux JO, il y a eu le Covid. Là, j'étais dégoûté. Mais ouais, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça a un peu tout bouleversé. Et là, le fait d'avoir la chance de peut-être les faire à Paris, je sais pas quand le podcast sort, les qualifs sont pas encore terminés, mais du coup, je pars dans 2 semaines et demie à Budapest pour la dernière qualif. Pour l'instant, je suis dans le top 20. À voir comment ça se passe à Budapest, il n'y a rien de joué. Mais le faire à la maison, place de la Concorde, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Ouais. On va pas se mentir, n'importe quel sportif voudrait faire ça. Tu as parlé de certains de tes échecs, entre guillemets. Je me demande justement quelle relation tu as avec ça, toi. Est-ce que tu es OK avec le fait d'échouer, de pas y arriver? Comment tu vis ça? Bah, des fois, c'est dur, quand même. Mais tu peux pas tout réussir dans ta vie. Et c'est comme en skate. Tu peux pas apprendre un trick du premier coup, t'es obligé de tomber pour y arriver. Et des fois, ça prend très très longtemps et ça fait très très mal. Tomber. Les gens qui regardent les vidéos de moi ou de plein d'autres skateurs, tu vois, on peut croire que c'est hyper facile. Et dès que les gens montent sur le skate, ils se disent ah ouais, ok, juste de rouler, c'est pas. Mais du coup, depuis le début que j'ai commencé le skate, ça m'a appris à te relever. C'est un peu le discours que tout le monde fait, mais ça t'apprend à te relever et de passer au-dessus de l'échec. Et je pense que si tu t'arrêtes à un échec, tu fais pas grand-chose dans ta vie, tu vois. Du coup, ça fait chier. Disons-le. Tu prends 1 ou 2 jours des fois où tu souffles et tu te dis putain, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû le faire différemment. Et c'est dur d'avoir le sang-froid quand t'es dans la compétition ou t'es dans un projet et de le recul pour te dire là, ok, on va dans le mur. Mais du coup, ouais, tu souffles un peu et tu te dis bon, ok, bah, je vais me servir de ça, j'ai mal fait ça.
je vais le changer pour la suite. Si j'ai une autre opportunité qui y ressemble, j'éviterai de faire ça. Ouais. Tu t'en sers vraiment pour avancer, quoi. Et du coup, parfois, est-ce que tu as des regrets? Ouais, je pense. J'ai eu des regrets sur certaines compètes et dans des projets. Des trucs où tu t'es pas sûr de toi à la fin de ton run et tu te dis non, je vais assurer pour mettre un run. Tu changes le tricks en plus facile et tu rates le tricks. Ouais. Tu te dis mais putain, ça semble si j'avais fait j'étais prêt, j'avais le niveau et j'étais prêt pour faire le vrai tricks. Si je l'avais fait, ça se tombe, j'aurais encore mieux réussi et j'aurais mis le run en entier et j'aurais eu une meilleure place que si j'avais fait le tricks plus bas, tu vois. Des trucs comme ça, il y en a des centaines, mais ouais, c'est dur de pas avoir de regrets. Ouais, c'est clair. Bon, je vais pas te mentir, pour préparer cette interview, j'ai tapé son nom sur Google et ça m'a fait rire parce que les premiers trucs c'était Joseph Garbacho copine, Joseph Garbacho âge, taille. On dirait que les gens ils veulent tout savoir C'est le de people. toi. Ça, c'est côté influenceur, ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, comment tu vis cette exposition? Est-ce que tu fais en sorte de garder quand même une vie privée ou enfin ouais, comment tu vis tout ça? Ouais, des fois. Mais quand je suis en mode skate, tu vois, les gens, je suis au skatepark, ils ont peur de me gêner. Ils osent pas trop venir me voir et tout, mais j'ai ma casquette de skater, donc c'est mon métier, tu vois, c'est trop bien de se rencontrer. Et même au-delà de venir me voir et prendre une photo, viens, on fait une session ensemble, tu vois. Ouais. C'est mieux de. Je comprends, parce que j'étais comme ça quand j'étais petit, je voyais mon skateur préféré, je lui demandais une photo ou un truc comme ça. Mais vas-y, viens, on skate ensemble, et c'est mieux de partager un petit, même si c'est 10 minutes, tu vois, un petit bout de vie que d'avoir une photo sur ton téléphone. Je trouve ça un peu dommage. Et je peux pas jeter la pierre parce que je suis le premier à faire ça. Mais c'est trop cool. Et à la fois, quand des fois t'es pas dans le mood ou tu vois, s'est passé un truc dans ta vie, t'as pas envie de voir les gens. Et du coup, tu croises des gens en jogging, tu vas chercher ta baguette le dimanche matin et ouais, une photo, machin. Là, des fois, c'est un peu plus chiant. Ouais. Mais je suis pas non plus une superstar, donc ça m'arrive pas. Je pense à arriver à un moment, c'est invivable, il y a des gens qui en parlent. C'est pas mon cas, mais non, je le vis bien. Et c'est aussi le revers de la médaille, tu vois. Si tu fais ça, c'est ces gens-là qui te font vivre aussi d'un côté. Donc, faut l'accepter, quoi. C'est pas quelque chose qui te fait peur? Non. Et je suis pas sûr qu'un jour je serai une superstar, tu vois. Je pense que je resterai dans mon petit truc à faire ma passion et même si ça prend de l'ampleur, 300 000 abonnés par exemple sur YouTube, c'est beaucoup. Je suis pas sûr qu'un jour j'aurai 10 millions d'abonnés ou tu vois, être une grosse tête comme Squeezie et c'est même pas le but. Si ça arrive, tant mieux. Mais je fais pas ça pour ça, tu vois. Est-ce que tu dirais que du coup, tu fais attention à prendre soin de toi, que ce soit du coup sur la partie physique parce que ton métier c'est du sport, et aussi sur la partie mentale justement pour toute cette partie exposition? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu mets des choses en place? Ouais, bah déjà pour le skate, c'est pas tout le temps que c'est comme ça, tu vois. Mais dès que je mange bien, que tu bois que de l'eau, tu fais de la prépa physique, tu t'étires, tu dors bien, dès que tu fais ça, tu sens tellement le... C'est con, et il y a très peu de gens qui le font. Je dis pas dans le skate, mais en général. Tu vois, de pas manger des trucs transformés, des trucs comme ça, mais tu sens la différence de ouf. Dans la vie de tous les jours, tu sens pas. Mais quand tu fais un sport poussé à l'extrême ou que tu essaies de te dépasser, tu le sens tellement. Ouais. Et déjà, physiquement, sans ça, c'est dur de performer et de faire des trucs de ouf. Mais après, mentalement, ouais, t'es obligé d'être dans un bon mood et d'être positif. Si t'arrives à une compétition, t'as pas envie de skater, ça pose problème, quoi. Si tu prends pas de plaisir, ça se voit. Et dans le skate, c'est dur de faire un truc bien sans prendre de plaisir. C'est pour ça que les gens qui commencent pour être pro ou faire un truc de ouf, tu vois, ils commencent en disant je veux avoir 3000 € de salaire, être pro pour des marques et tout dans 5 ans. Ces gens-là, en général, ils vont se casser le poignet, ils vont dire oh non, en fait, peut-être avoir 5000 € de salaire en faisant un autre métier ou un autre sport, tu vois. Donc, non, ouais, c'est très important quand même de prendre soin de soi. Et je reviens sur ce que tu disais au début, la partie bien manger, donc l'hygiène de vie. Et du coup, je me demande, est-ce que tu pratiques aussi d'autres sports? Donc, tu en as parlé au début, tu as dit que tu avais fait du judo. Est-ce que tu fais toujours du sport Pas en club, plus en loisir. Je fais du tennis avec un pote. Et c'est pas pour la dimension d'entraînement, tu vois, c'est plus de me dépenser, mais en faisant un truc qui me sort de toute cette dimension en compétition. Ouais. Et que même si le skate c'est ma passion, il y a quand même des responsabilités.
Et même dans des vidéos, je me dis, ouais, là, j'ai une compète dans 2 semaines, c'est un concept un peu con, mais faut pas que je pousse le truc à l'extrême parce que si je me blesse à cause de ça, c'est bête pour moi, tu vois. Et il y a des gens qui travaillent derrière pour qu'on réussisse. Et c'est aussi chiant pour eux. Parce qu'ils travaillent pour nous et forcément, quand on réussit, ça fait plaisir pour tout le monde, tu vois. Et du coup, ouais, je fais ça et beaucoup de surf. Le surf, c'est trop cool. C'est hyper lié, j'ai l'impression, la communauté skate et surf, ouais. Et enfin, ça se ressemble sans se ressembler, tu vois. On retrouve les mêmes points d'équilibre. Enfin, c'est le même principe. Après, t'as toute cette dimension de nature qui est trop cool. Et t'es plus entouré de béton autour de toi. Et ouais, tu surfes. J'ai appris assez vite grâce au skate. Mais il y a cette dimension de la nature, c'est jamais la même vague, c'est jamais le même spot. La session, elle va toujours être pareille. Elle est des fois très nulle et le surf, c'est le sport le plus frustrant du monde. Mais quand tu tombes sur... S'il y a une bonne session parmi 10 sessions où t'es à 3 à l'eau, les vagues sont parfaites, tu vois, petit sunset, ça peut arriver une fois dans l'année, mais le jour où ça arrive, tu te dis, ok, trop cool. Je fais du surf, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ces moments-là. Tu parlais un petit peu plus tôt de la blessure, enfin, tu sais que tu faisais pas trop le fou en période de compète. Ouais. Est-ce que c'est un truc justement qui te fait peur, la blessure? Est-ce que tu as déjà envisagé la suite si jamais tu te blesses? Ouais, oui et non. Ok. Parce qu'on fait un truc dangereux et à la fois tu peux te blesser en tombant dans les escaliers, tu vois. Oui. Et si tu... Encore, c'est comme l'échec. Si tu fais rien par peur de te blesser ou... Si tu gardes que le négatif en tête et tu dis je vais pas faire ça parce qu'il va y avoir du négatif, tu fais rien. Et non, du coup, oui, la blessure elle peut exister, j'en ai déjà eu. Pas beaucoup, je touche du bois, heureusement. Mais le but, c'est de minimiser le risque de blessure. Et vas-y, on y va à fond, tu vois. Et au-delà du côté blessure, les limites physiques de ton corps, parce qu'un jour, désolé de te le dire, mais tu vas vieillir. Ça, on a le même âge pour l'instant. Comment t'envisages ça, justement, de te dire, un jour, mon corps va me limiter et je pourrais plus skater? Je pense que je suis dans le déni. Okay. Mais c'est peut-être la solution. En fait, je pense que je pourrais toujours skater. Peut-être pas à 70 ans ou... Je pourrais toujours skater, mais je pourrais pas faire les mêmes choses. Je suis pas sûr. Enfin, même je vois tous les anciens, ils skatent encore trop bien. Donc je me dis que quand t'es passionné, mais vraiment que t'as ça en toi, je pense que tu skateras jusqu'au jour où tu peux plus marcher, je pense. Mais c'est sûr que arrivé à 60 ans, tu vas pas faire des rails de 20 marches. Donc ça va évoluer dans le mauvais sens. Mais pour l'instant, je suis encore bien et plus tu prends soin de ton corps, plus tu peux faire ça longtemps. C'est aussi un contrat, tu vois, avec toi-même. Est-ce qu'il t'arrive de te faire peur quand tu skates? Ouais, du genre. Même sans skater, tu vois, t'arrives sur un spot et tu te dis, voilà, ça fait peur. Tu sais que t'es capable et c'est aussi ça qui est trop bien de passer au-dessus de la peur. Et c'est un petit combat mental surtout sur les parts en street. Sur les skateparks, ça marche, mais tu vois, tout est censé être parfait. C'est fait pour le skate. Et quand tu t'appropries des bouts de rue, des spots de street, t'arrives, c'est pas fait pour le skate, t'arrives sur des trucs énormes et tu te dis ouais là ça fait peur, je sais que je peux le faire et du coup soit tu pars parce que t'as peur et tu te dis je lâche l'affaire. Ça t'arrive? Rarement. Parce que je vais pas sur les spots où je sais que je suis pas capable. En général je suis conscient et je me dis si je prends des risques c'est que je sais que je peux les prendre, tu vois, je peux me le permettre. Mais du coup, t'as peur et tu rentres dans le combat mental de dire ok, je vais le faire, comment je vais avoir le déclic pour le faire? Et du coup, ça prend des fois plusieurs jours. Le tricks au dôme, le dernier tricks de ma part qui est juste là, on va pas le voir, mais qui est accroché au mur en pub, ça m'a pris 3 ans dans ma tête de passer le cap. J'ai été voir le spot plusieurs fois et un jour, j'étais à Paris pour filmer cette fameuse part. J'ai dit à mon pote, vas-y, on le fait. Et mon pote derrière la caméra, il me l'a pas dit, il me l'a dit que après quand j'ai réussi, mais il m'a dit, je voulais juste que tu y arrives, parce que si tu tombais, tu pouvais te fracasser, quoi. Genre ça pouvait être la fin de ta carrière. Et bon, c'est cool. C'est le but, c'est pour ça qu'on fait ça. On te souhaite que ça dure comme ça. Les gens vont me prendre pour un fou, mais c'est ça qui est bien, tu vois. Tu
pousses tes limites. C'est pas fait pour tout le monde, mais pousser ses limites et voir jusqu'où tu peux aller. Et du coup, tu dirais que c'est quoi les valeurs et les qualités, je sais pas, peut-être même état d'esprit essentiels pour devenir un bon skateur? Et je pense qu'en plus, au-delà de ça peut aussi te servir dans la vie de tous les jours. La persévérance, je pense. Je pense que c'est le truc... Tu peux pas réussir dans le skate ou apprendre des tricks si tu persévères pas. Parce que même les premiers tricks, les premiers flips, etc., pour la majorité des gens, ça prend 2-3 ans, quoi. Donc si t'es pas prêt à mettre 2-3 ans pour faire ton premier tricks, après ça se tombe, tu vas y arriver en 2 mois, tu vois, tu peux pas savoir. Mais si t'es pas prêt à batailler pendant 3 ans pour faire une seule figure, fais pas de skate. Donc je pense que c'est la persévérance le plus gros truc. Est-ce que tu as l'impression que cette persévérance, elle te sert aussi à d'autres choses dans... Enfin, les qualités que tu as appris, que tu as pu développer avec le skate, avec le sport de manière générale, tu t'en sers aussi dans ta vie quotidienne, perso? Ouais, carrément. Bah, ma vie quotidienne perso, c'est le skate oui, c'est aussi. vrai. Tu vois, c'est hyper dur de dissocier les deux. Dans mes questions. Mais bien sûr que oui. T'es obligé de t'en servir. C'est bête de pas s'en servir. Quand t'as des bonnes valeurs, faut s'en servir, l'appliquer à toute ta vie. C'est bête de se dire, ah, je vais être cool que en skate. Dans ma vie, je vais être une grosse merde. C'est bien d'essayer d'être le plus positif et le meilleur partout, quoi. Et je me demande comment on s'entraîne en skate, parce que tu vois, moi j'ai parlé de mon sport, c'est la course. Ouais. Quand je prépare une course, j'ai un plan défini avec un type de course à faire. Du coup, en skate, c'est un peu différent. Ou alors je me trompe, est-ce que tu construis des routines d'entraînement? Comment on s'entraîne en fait à skater? Quand je m'échauffe, j'ai toujours mes petits tricks, mon petit rituel quand je suis à la maison. Je fais toujours les mêmes tricks pour me chauffer. Et après, il y a quand t'arrives sur un nouveau skatepark, t'es avec tes potes. C'est plus session, tu réfléchis pas à ce que tu vas faire, tu fais tout au feeling. Et ensuite, il y a les entraînements pour les compètes. C'est des formats assez compliqués maintenant. T'as 2 runs, donc c'est des enchaînements de 45 secondes. Okay. Faut faire la meilleure chorégraphie en vrai, si tu veux. Avec les tricks les plus techniques, sur les plus gros modules. Et fait de la meilleure façon. Et tout ça, faut que ce soit hyper harmonieux. Donc t'en as 2. T'as 2 chances, ils prennent le meilleur des 2 runs. Donc t'as déjà une première note sur 100. Et après t'as 5 essais pour faire 5 figures. Et ils gardent les 2 meilleures notes de ces 5 figures. Donc au final t'as 3 notes sur 300. Et ils font un classement. Ça c'est hyper chaud, faut savoir mettre la figure au bon moment et mettre la plus dure possible. Donc c'est assez fou de voir la consistance des gens. Et du coup, des fois, je me dis, je m'échauffe, et pendant 1 heure, je travaille des runs, et pendant 1 heure, je travaille des best tricks. Parce que tu peux pas avoir cette consistance-là si tu vas au hasard et que tu te dis, ouais, ce tricks-là, j'ai déjà fait 2 fois, ça va passer en compète, tu vois. Faut faire le tricks à ce moment-là. Le mec, il est devant toi, il te dit, attends, parce qu'il y a le live. Il te dit, ok, et t'as 5 secondes pour y aller, tu vois. Donc, dans ces 5 secondes-là, faut réussir à faire le tricks le plus dur possible. Là, la partie mentale, elle est énorme, j'imagine. Ouais. Bah ouais, faut être prêt. Mais tout se fait un peu... si t'es sûr de toi et que t'as bien taffé et que t'as bien le tricks, en général ça va. Mais il y a tellement de paramètres dans le skate. Dans la course, faut tout prévoir. Il faut bien manger, bien dormir et tout. Même si pour prendre soin de soi, je le disais, ça marche. Tu peux manger un burger avant de ton contest ou avoir fait la fête avant et bien réussir. Mais ne faites pas ça chez vous quand même. Non, c'est pas le but de le faire. Mais c'est possible, tu vois. Et c'est pour ça que le skate, c'est aussi très différent. C'est qu'il y a plus que de la performance, c'est du toucher de planche. C'est un peu... c'est pas du génie, mais c'est vraiment du toucher. Il y a un truc en plus que juste de la performance. Et du coup, est-ce que tu dirais que t'es un athlète? Tu te définirais comme un athlète? Je sais pas. Bonne question. C'est quoi déjà pour toi un athlète en fait? C'est quelqu'un... Ouais, non, selon ma définition, non, je me définirais pas comme un athlète. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va à l'entraînement et qui fait tout, qui donne tout pour une compète, tu vois. Donc d'un côté, je le suis, bah oui. Mais d'un autre côté, il y a une autre dimension. Il y a je sais pas. Je sais pas si c'est prétentieux vis-à-vis du skate de dire ça, mais il y a un truc en plus. Tu vois. Du coup, tu serais un athlète génie, un génie athlète, quoi. Non, c'est pas moi qui le dis alors. Mais non, mais
pas un truc en plus du côté génie, mais tu vois, il y a le côté mode de vie aussi qui rentre en compte. Je sais pas. Oui, on a une part d'athlète, je pense. On a tous une part d'athlète en nous. Ouais. C'est beau. Vous êtes tous des athlètes. Ce podcast, il s'appelle Le Déclic. Ouais. C'est quoi pour toi un déclic et quel a été toi ton plus gros déclic? Oh, la question de fou. Déjà, tu peux commencer par nous définir ce que c'est pour toi un déclic. Un déclic, c'est quand t'as un blocage et que d'un coup ça switch et tout paraît pas normal, mais tu te dis ah mais en fait faire comme ça, tu vois. Et je pense le déclic, c'est mon déclic. Putain, c'est dur. Hein. Peut-être qu'il est pas encore arrivé, hein, mais Si, je pense que c'est avant que je commence YouTube justement. ok. Et te dire, j'étais là après mes études et je me suis dit putain, qu'est-ce que je fais maintenant? Soit je fais du skate à fond, soit je fais un travail normal entre guillemets. Et à ce moment-là, je pense que j'ai eu un déclic et je me suis dit, je peux pas, même si je rate, faut que j'essaye. Parce que sinon, plus tard, ce sera trop tard. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je pense que là, j'ai eu un déclic. J'ai eu raison peut-être de... Pour l'instant, j'ai eu raison. Je le vis bien et j'arrive à en vivre, donc je pense que j'ai eu raison d'essayer. Et si ça s'arrête demain, bah, je continuerai à faire du skate et je ferai un autre métier. C'est pas grave. Et aussi, tout à l'heure, tu l'as utilisé en plus le mot déclic quand tu parlais, quand tu fais un tricks. Ouais. Tu disais, des fois, on a un déclic, donc tu as aussi plein de petits déclics au quotidien, du coup, avec Ouais. ce sport. Ben, des fois, tu t'essayes un tricks, t'essayes des centaines de fois, il n'y a rien qui marche. Et à un moment, tu vas avoir un déclic, tu vas changer ton pied de place et tu vas comprendre le tricks. C'est ça aussi qui est important dans le skate, c'est comprendre ce que tu fais, je pense. Et il y a une part innée où c'est des ressentis, feeling, etc. Mais il y a un peu une science dans le skate. Et il y a une façon de faire les choses. Et même si chacun a un peu la sienne, et c'est ça qui est trop bien dans le skate, il y a des points communs et il faut étudier les tricks quand même. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour le faire, le tricks. Mais finalement, comprendre, pour moi, c'est aussi ça un peu un déclic. C'est à partir du moment, un déclic, c'est quand tu as compris le truc, donc ton regard a changé. Oui, donc carrément. finalement, la définition, elle est là aussi. Tu sais mieux le définir que moi. Bon, c'est un petit peu mon podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Joseph? Bah, une médaille au jeu, médaille d'or, parce que 2 et 3 c'est nul. Non. C'est pas nul, t'es le premier des perdants juste. Voilà. Là mais tu fais une compète, c'est pour... Il y a cette dimension de plaisir que j'ai bien insisté dessus, on l'a eu. Je fais des compètes pour gagner quand même. Tu vois. Donc ouais, médaille d'or à la Concorde. Et après, continuer le plus longtemps possible, je pense. Être épanoui. Je pense que c'est ça le plus important. Bah alors, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Et poursuivre justement toutes tes prochaines aventures, est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on peut te suivre? Ouais, majoritairement, c'est Insta et YouTube. C'est mon nom, Ok, ça Joseph marche. Garbacio. Et ben on mettra tout ça de toute façon dans la description. Merci. Bah, merci beaucoup Joseph. Et puis bonne chance, bon courage pour la suite. Merci et à à toi. bientôt. Salut. Salut.